Sur cette terre, nos vies ne nous appartiennent pas. De la matrice à la tombe, les hommes sont liés aux autres. Let's Talk About, c'est du développement personnel, de la spiritualité et de l'astrologie. Interviews et capsules, 2 fois par mois. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de LTA. Aujourd'hui, j'ai eu le très grand plaisir de discuter avec Shana, qui est astrologue, autrice et créatrice du compte Instagram Astrolia. Nous avons évidemment parlé d'astrologie, et pour la sortie de son livre Astrolove et à l'occasion de la Saint-Valentin, on a décidé de faire un épisode sur la compatibilité amoureuse en astrologie. Donc Shana m'a raconté son parcours d'astrologue, son approche quand elle lit un thème. On a débunké ensemble des clichés quant à l'énergie de chaque signe et on a encore discuté de plein d'autres choses. J'espère que l'épisode vous plaira, n'hésitez pas à me le dire et à partager l'épisode. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion. Bonjour Shana, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver sur LTA, donc Shana du compte Instagram Astrolia, si je dis pas de bêtises. Je suis ravie de te retrouver. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter en quelques mots et nous parler de ton activité, de ton parcours, pour un petit peu commencer? Alors, bonjour Constance, merci à toi de m'avoir invitée aujourd'hui sur le podcast LTA. Je suis trop contente d'être là. Du coup, qui suis-je? Comme tu l'as dit, je m'appelle Shana. J'ai 24 ans, je suis la créatrice d'Astrolia, je suis astrologue et également autrice. Cool. Alors du coup, comment tu es tombée dans l'astrologie? Comment t'as eu l'idée de créer ce compte Instagram qui aujourd'hui fonctionne très bien? Comment t'es tombée dans la marmite, quoi? Alors, je suis tombée dans la marmite depuis toujours. En fait, je suis Scorpion, ascendant Scorpion. Donc voilà, déjà, ça annonce du lourd au niveau de la psychologie et tout. J'ai toujours été fascinée par l'être humain, par la complexité de la personnalité humaine. Et donc vraiment, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie très tôt, très, très petite. Déjà à l'âge de 5-6 ans, je piquais les magazines de ma grand-mère pour lire les rubriques astro. Et genre, il y avait un truc qui me manquait trop. Je disais, il y a un truc qui n'est pas fini quoi, dans l'horoscope, ça me frustrait, quoi. Et donc, vers l'âge de 11-12 ans, quand j'ai eu mon premier ordinateur portable, première chose que j'ai fait, connexion Wi-Fi, on va un petit peu checker sur Internet qu'est-ce qu'il y a sur l'astrologie, qu'est-ce que ça dit sur moi. Et puis là où il y a vraiment eu le gros déclic, c'est à l'âge de 15 ans. J'ai été malade, j'ai été hospitalisée à cause de problèmes de santé. Et en fait, mon meilleur ami de l'époque, qui était poisson, passionné d'astrologie aussi, pour me remonter le moral, et m'avait fait mon thème astral. Et ça m'avait bluffé de me dire que autant de choses pouvaient être dites sur moi grâce à mon jour, mon heure, mon lieu de naissance, et que même par rapport aux problèmes de santé que j'avais à cette époque-là, on le voyait aussi à travers mon thème astral. Et donc c'est là que je me suis dit que j'avais trop envie de creuser plus, mais c'était très compliqué. J'avais mes cours à côté, et moi qui étais une grande studieuse, ma priorité c'était les cours. Je me suis beaucoup désintéressée de l'astrologie en arrivant à l'UNIF. Et puis c'est finalement la dernière année universitaire que j'ai eue, donc en 2019, j'avais que mon mémoire à faire. Et donc je me suis justement dit, tiens, c'est peut-être le moment de reprendre des bouquins d'astro, de me former sérieusement. Et donc j'ai fait une formation en plus, etc. Et j'ai lancé Astrolia par la suite. Cool. Surtout qu'à l'époque, parce que c'était il y a quelques années, du coup, j'imagine, il n'y avait pas autant d'influenceurs qu'aujourd'hui dans l'astrologie, et puis on pouvait se sentir un petit peu seul. Aujourd'hui, il y a des groupes Facebook, il y a Instagram, il y a les blogs, tout ça. C'est vraiment aujourd'hui que ça commence à se développer. C'est vrai qu'au début, on pouvait, moi je me rappelle que ça fait que 5 ans que je suis dans l'astrologie, on pouvait vite se sentir seul au niveau des connaissances, et même pas trop savoir à qui demander non plus si tu avais une question précise. Totalement, c'est pour ça que j'ai lancé Astrolia, parce qu'en fait je me sentais seule, parce que je faisais les thèmes astro de mes copines quand on était en soirée ensemble, et qu'elles étaient curieuses. Tiens, j'ai rencontré un garçon, il est bélier, moi je suis de tel signe, est-ce que ça pourrait aller et tout, et je faisais son thème, etc. Et toutes mes copines me disaient, c'est fou, c'est hyper bluffant ce que tu fais, mais à part en parler avec elles comme ça, je pouvais pas avoir un endroit où je rencontrais des gens passionnés par l'astro, qui voulaient partager tout autour de ça. Et je me suis dit, les réseaux sociaux, c'est une bonne manière de le faire, donc pourquoi pas, quoi. Ouais, grave.
Alors du coup, t'as un petit peu effleuré le sujet, donc je pense qu'on va commencer à parler voilà, du lourd. Du coup, en tant qu'astrologue, parce qu'aujourd'hui tu es officiellement astrologue, si j'ai bien suivi un petit peu tout ça, alors est-ce que déjà tu as une spécialité en tant qu'astrologue? Est-ce que qu'est-ce que tu aimes particulièrement étudier en astrologie dans un thème? Voilà, qu'est-ce que tu regardes en premier par exemple? Alors moi, ce que je regarde en premier, c'est l'aspect karmique. Donc on parle de chemin de vie avec la vie antérieure. Pourquoi est-ce que l'âme s'est incarnée maintenant? Vers quoi est-ce qu'elle va? C'est ce qui me passionne le plus. C'est savoir pourquoi est-ce que cette personne-là elle est devant moi maintenant et tout. Donc c'est la première chose que je regarde. Les astéroïdes, donc les nœuds lunaires, la Lilith, Chiron, etc. C'est vraiment ce qui me passionne le plus quand je commence l'analyse de thème. Et la deuxième chose qui me passionne le plus, c'est l'amour, les relations. J'ai Vénus en Balance. Et donc voilà, les relations c'est toute ma vie, en plus j'ai mon nœud nord en Balance aussi, donc voilà, c'est vraiment les deux thématiques qui me plaisent le plus. Et en général les gens qui viennent vers moi, souvent ils sont intéressés par leur mission de vie et aussi par leur relationnel, que ce soit amour, famille, amical et tout, donc voilà. Je pense que c'est surtout les deux choses dans lesquelles on peut vite se sentir perdu, que ce soit voilà, la mission de vie, parce que aujourd'hui on sait de plus en plus qu'on n'est pas là pour rien, et donc forcément on se tourne vers ce genre de sciences pour un petit peu creuser et avoir des réponses. Et puis l'amour, l'amour c'est l'amour, on est toujours perdu dans tous les cas, donc moi en tant que grande célibataire, moi c'est pareil, je regarde toujours un petit peu l'astrologie machin tout, mais tout ça, la synastrie, le composite, on va y venir après à tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même des sujets très très importants d'astrologie et qui peuvent nous donner beaucoup de réponses et beaucoup de clés de compréhension, donc c'est vrai que c'est super intéressant à ce niveau-là. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de t'inviter pour qu'on parle du coup ensemble d'un sujet très particulier en ce jour de Saint-Valentin, voilà. Donc c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur, notamment avec la sortie de ton livre, on en parlera un petit peu après à la fin de l'épisode, et du coup qui tombe très bien. Donc c'est la compatibilité amoureuse en astrologie. Voilà, ça va être le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler d'amour, voilà. Donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es penchée sur ce pan de l'astrologie, pourquoi tu en as fait un livre, pourquoi c'est vraiment un domaine qui te passionne plus qu'à un autre, même si tu as un petit peu déjà répondu à la question avant. Ouais, du coup, pourquoi un livre déjà? Parce que ma toute première vraie passion, c'est l'écriture. Avant même l'astrologie, c'est écrire. J'ai fait mes études en communication digitale et journalisme exprès parce que je voulais écrire tout le temps. Donc voilà. Et donc ici, j'ai été contactée par Collection EH, donc Harlequin, pour écrire un livre sur l'astrologie et l'amour. Autant te dire que quand j'ai été contactée pour faire ça, j'ai sauté de joie parce que ça me parlait trop. Comme je te l'ai dit juste avant, ma Vénus en Balance, elle était heureuse fois 1000, tu vois, en mode waouh, parler d'amour, c'est génial. Et en effet, sur mon compte Instagram, j'ai remarqué que en général, avec mes abonnés, c'est le sujet sur lequel j'échange le plus. C'est sur l'amour. C'est sur ces posts-là que je reçois le plus de questions, d'impressions, etc. Donc, voilà. Et donc, ça me tenait trop à cœur, à la fois de faire un truc que j'adore et que je kiffe, et en même temps, pouvoir me dire, ça va faire kiffer aussi les personnes qui me suivent depuis le début et qui ont trop envie de parler d'amour en long et en large, parce que l'astrologie a un point de vue hyper précis, hyper particulier et très épanouissant, je trouve, sur les relations en tant que telles. Et voilà, il y avait de quoi écrire. Il y avait plein de choses à raconter. D'ailleurs, je suis frustrée qu'il y ait juste là 300 pages dans Astrolove. Mais j'aimerais trop faire un deuxième tome. J'ai déjà plein d'idées en tête pour un deuxième tome, parce qu'il y a encore plein de choses que j'ai pas abordées en détail et qui mériteraient d'être soulevées. Qu'est-ce que je voulais dire de plus, avant que je m'éparpille? C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment passionnant, et puis comme tu dis, on peut vraiment écrire des livres et des livres sur l'astrologie amoureuse, quoi, parce que c'est vraiment un sujet inépuisable. Il y a toujours des choses à dire, on touche à la psychologie, on touche encore une fois des fois aussi aux relations spirituelles, on peut toucher à beaucoup de choses avec l'astrologie amoureuse du coup, et je pense que ça va faire un très bon point de départ, ce petit, j'allais dire petit, mais c'est quand même un gros livre sur donc Astrolove, qui est le titre du livre. Ça va faire un bon point de départ pour s'initier. Je pense que c'est aussi un livre qui est destiné aux débutants, j'imagine, c'est pas que pour les initiés. C'est totalement ce que je voulais faire, donc un livre que, imaginons quelqu'un qui vient d'arriver sur Astrolia, qui arrive dans le club des étoiles et qui se dit où est-ce que je suis débarquée, je comprends rien, je connais rien, elle peut prendre Astrolove en main. Toute la première partie est axée sur soi, sur la découverte du thème natal, sur la découverte des astres, etc. Sur pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, depuis quand est-ce que l'astrologie existe. Il y a aussi une petite partie sur l'historique de l'astro. Et donc c'était vraiment le but, c'est que
tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit autant dédié aux personnes qui sont initiées, comme tu l'as dit, mais aussi aux personnes qui viennent de débarquer dans le game. Et puis il y a aussi la deuxième et troisième partie, donc il est vraiment divisé en 3 parties, le livre, et 2 autres parties sont focalisées à la fois sur soi, amour de soi, et puis l'autre, amour de l'autre, le couple, etc. Comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, en relation compliquée, etc., ça peut plaire à tout le monde peut s'y retrouver. Et j'ai vraiment voulu que ce livre soit bienveillant, avec aussi de l'humour, parce que l'astro, c'est bien, mais c'est beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup de théorie. Et je voulais que ce soit assez aéré et que les gens ne soient pas là en mode « Oh, il y a 200 pages de théorie et je commence à saturer. » Non, quoi. Grave. C'est vrai qu'il y a livre astro et livre astro. Il y a vraiment les livres astro, tu sais, avec tous les calculs, très astrologue, en détail et très très poussé. Et t'as les livres astrologiques qui sont vraiment pour les débutants, pour les initiés, qui sont une super porte d'entrée, je trouve, pour s'initier à tout ça et pour débuter tranquillement sans se prendre la tête. Parce que c'est vrai que l'astrologie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, c'est vrai que c'est quand même un domaine qui peut faire extrêmement peur quand on débute. On a 1000 questions. Moi, je reçois beaucoup de questions aussi de mes abonnés, des auditeurs. Comment on fait pour faire ça, machin tout. Et c'est vrai que c'est compliqué de répondre en un message ou peu importe. Donc c'est un super point de départ, je trouve, pour s'initier à ce sujet en particulier. Alors du coup, bon, moi j'ai quand même pas mal d'auditeurs qui sont vraiment dans l'astrologie et qui essayent de creuser bien leur thème. Du coup, j'ai posé une petite question technique, mais pour les débutants, rien de bien dramatique. Du coup, petit point technique pour les débutants en astrologie, est-ce que tu pourrais nous expliquer facilement la différence entre une synastrie et un composite ? Parce que c'est des mots, c'est des termes qu'on entend de temps en temps en astrologie, et même si moi je sais ce que c'est, est-ce que tu pourrais expliquer avec les mots les plus simples la différence entre les deux du coup ? Ouais, et justement, je l'explique dans Astrolove, justement. En fait, Astrolove est vraiment axé sur la synastrie. Donc, toute la dernière partie du livre, c'est pour l'interprétation d'une synastrie. Donc, la synastrie, c'est quoi ? C'est la superposition de 2 thèmes astro, donc vraiment le thème natal. On prend le thème natal du partenaire A, on prend le thème natal du partenaire B, on les superpose, on voit ce qui s'entrechoque, ce qui se touche, la réaction chimique, j'ai envie de dire, entre les 2 personnes, quoi. Qu'est-ce que l'un va activer chez l'autre, qu'est-ce que l'autre a induit, on voit comme ça s'il y a un coup de foudre, s'il y a des émotions très vives, des émotions au contraire contradictoires et les personnes qui ont du mal à communiquer entre elles, etc. Alors que le thème composite, lui, moi je l'appelle le bébé thème, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, c'est vraiment un mélange entre les 2 thèmes. Donc on va prendre les 2 thèmes, donc partenaire A, partenaire B, mais là on va les mélanger, on les superpose pas, qu'on se retrouve juste avec une roue du zodiaque. Et en fait, le thème composite parle de la relation en elle-même. Et donc c'est ce que j'aime bien avec le thème composite, c'est qu'il apporte un peu un recul par rapport au fait de se dire mon soleil, ma Vénus, elle n'est pas compatible avec celle de mon partenaire. Le thème composite va expliquer pourquoi quand même, est-ce qu'il y a une naissance, il y a quelque chose dans la relation. Alors que la synastrie, elle est vraiment axée sur les personas, quoi. Telle personne est comme ça, l'autre personne est comme ça, et voilà ce qui en résulte, quoi. Mais les 2 analyses sont super intéressantes, sinon elles n'existeraient pas toutes les 2, mais chacune a ses spécificités, quoi. Et moi, c'est vraiment comme ça que je les perçois. Ouais, tout à fait. En fait, la synastrie, moi j'aime bien un peu formuler ça en termes mathématiques, entre gros guillemets, parce que je suis pas du tout une matheuse, mais c'est thème A plus thème B égale thème AB, genre vraiment superposition. Et le composite, pour ceux qui ont du mal à voir ce que ça donne, c'est vraiment thème A plus thème B égale thème C. C'est vraiment la somme des 2 thèmes qui donne un nouveau thème. Nouveau. Et d'ailleurs, parce que là on parle de l'amour, mais la synastrie et le composite, on peut aussi le faire entre personnes de la même famille, entre collègues, entre amis, et voir pourquoi il y a eu des clashs, pourquoi on s'entend bien, pourquoi... voilà, c'est vraiment une technique d'astrologue qu'on peut utiliser pour beaucoup de relations en général, finalement. Ça fait vraiment du bien parce que moi j'ai souvent en consultation des personnes qui viennent de subir une rupture ou qui au contraire viennent de se remettre en couple avec quelqu'un et qui ont du mal, et ça leur permet en fait de prendre du recul et de se dire oui, je comprends mieux ce qui ne fonctionnait pas entre nous, pourquoi est-ce que je restais obstinée sur telle ou telle chose. Et même dans les familles, j'ai déjà eu des personnes qui avaient des conflits familiaux et tout, et voir oui, en effet, le père ou la mère vient activer telle réaction assez chaude et tout, vif chez quelqu'un, après on comprend mieux pourquoi est-ce qu'en effet il y a des clashs qui se font et tout, et
ça permet aussi de prendre du recul, de se dire, ah bah, en fait, l'autre est comme ça, moi je suis comme ça, on a 2 points de vue très différents, mais c'est pas pour ça qu'on s'aime pas ou qu'il n'y a pas eu quelque chose à un moment donné qui était significatif, quoi. Grave, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, mais j'ai évidemment oublié. Oui, en fait, c'est toujours dans une perspective de... voilà, on rencontre les personnes dans nos vies pour X raisons, mais on comprend pas forcément, ou alors on met pas toujours le doigt dessus, on comprend pas pourquoi telle personne nous a fait mal ou peu importe. Et c'est vrai que l'astrologie peut nous donner ces clés de compréhension sans que ce soit définitif. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore dans l'étude d'une synastrie, par exemple, c'est qu'on peut voir pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie aujourd'hui, telle année précise de ma vie, quoi. Donc c'est complètement fou. Il y a une petite question aussi en rapport avec tout ça, c'est est-ce que selon toi il y a des choses que l'on doit toujours garder en tête avant de se plonger dans l'astrologie en général, mais surtout dans l'analyse d'une synastrie ou d'un composite? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit toujours... à quel niveau on doit toujours garder la tête froide quand on étudie un thème? À quel moment on doit se distancer de l'astrologie pour ne pas... pour ne pas que l'astrologie dicte sa vie en fait voilà, en général. Bah, je pense que tu l'as très bien dit juste avant, c'est justement ce truc de se dire, ok, c'est un indicateur, l'astrologie c'est un outil. Moi quand les gens me disent, oui, est-ce que l'astrologie pour toi c'est déterministe et tout? Non, pas du tout, c'est une grille de compréhension, c'est un outil de développement personnel, c'est en de prendre du recul et tout, mais les planètes, elles bougent tout le temps, et nous aussi, on évolue tout le temps, et donc, à un moment donné, quelque chose n'est pas fixe. Et donc, par exemple, quelqu'un qui va me dire, oui, je suis pas compatible avec telle personne à ce moment-là, si ça se trouve, elle va avoir ses expériences de vie, ses leçons de vie, elle va évoluer, l'autre aussi, et puis à un moment donné, ils vont se retrouver, etc., et ça va être totalement différent. Et ça, franchement, c'est hyper important de le prendre en compte, se dire, c'est un outil supplémentaire qui va m'aider à mieux comprendre telle ou telle situation, telle relation, et jamais se dire, ok, l'astrologie dit que ça, donc toute ma vie, ce sera comme ça, et non, là, on est dans le faux, on est dans quelque chose de malsain, j'ai envie de dire, parce que l'astrologie ne veut pas ça du tout. Du moins, moi, là, c'est comme ça que j'interprète l'astrologie, c'est comme ça que je l'utilise. J'utilise vraiment comme quelque chose de plus, quelque chose qui donne un regard différent. Je dis toujours, c'est un peu une petite lampe de poche là, qui est là, qui traîne, et qui va un peu montrer ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien, ce qu'il faut améliorer. Et c'est bien pour ça que je dis toujours, quand j'ai des gens en consultation, on est là pour améliorer, on est là pour mettre en lumière, on n'est pas du tout là pour dire, voilà, t'es comme ça, non, tu peux rentrer chez toi, c'est fini, quoi. Non. Et donc, c'est ça que j'adore ici. Moi, j'ai eu des relations conflictuelles dans ma vie, et ça m'a vraiment... l'astrologie m'a vraiment permis de mieux comprendre pourquoi il y a eu tel conflit à tel moment. Et c'est ça qui est génial quand on commence vraiment à bien s'y connaître en astrologie, se dire, ah bah oui, là, il y a tel transit qui va venir m'impacter, là. Et donc, je sais bien que je risque d'avoir une période un peu compliquée au niveau de l'argent, au niveau des relations, etc. On le prend en compte, on vit avec. Et puis, voilà, dès qu'on est un peu trop impulsif, alors qu'il y a Vénus qui est rétrograde et qu'on fait du mal à quelqu'un, on va se dire, ok, il faut que je remette en question. Là, je dois faire attention quand même. Voilà, quoi. Tout à fait. Et c'est comme, en fait, c'est marrant parce que tu parlais de Vénus rétrograde, mais c'est comme tous les gens qui paniquent quand il y a un Mercure rétrograde sur les réseaux, c'est vraiment... Alors qu'en soi, c'est vraiment pas grand-chose. Bon, voilà, il peut y avoir des petits accidents, des choses comme ça. Mais genre, vraiment, on a l'impression que depuis que les gens commencent à s'intéresser à l'astrologie, et ça, je pense qu'on l'a tous fait au début, à vraiment faire une montagne de tout et se dire oh, ça y est, mon thème me détermine de A à Z, j'ai plus de libre arbitre, tout est déterminé, etc. Alors que pas du tout. Il faut vraiment avoir comme tu dis, c'est vraiment l'image de la lampe de poche, c'est pas du tout... l'astrologie ne tient pas en laisse, quoi. Enfin, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Et voilà, comme je te disais, tout le monde panique quand il y a Mercure rétrograde, on voit des posts partout. Puis c'est toujours là où les détracteurs de l'astrologie commencent à dire ça devient tout de suite un argument de un argument de l'astrologie c'est du bullshit parce que vous savez pas prendre vos responsabilités, parce que voilà, les gens qui s'intéressent à l'astrologie disent toujours ouais c'est la faute de Mercure rétrograde, ou alors c'est parce que je suis Scorpion ou parce que je suis Capricorne donc je fais la gueule tout le temps et tout, alors que pas du tout, c'est aussi notre responsabilité de se dire voilà, ça c'est mon thème, je travaille avec, mais il ne me définit pas du tout. C'est juste un outil, comme tu dis, de développement, c'est un outil de mise en lumière de beaucoup de choses dont on peut se servir, en l'occurrence pour l'amour et les relations. Et il faut vraiment pas avoir peur de son thème, parce que c'est vrai qu'on peut voir des choses très traumatisantes, je sais pas si toi ça te parle, mais dans un thème, on peut voir des choses vraiment assez difficiles, surtout si on n'a pas le recul, et on peut vite faire des raccourcis très difficiles.
par rapport à son thème, quoi. Je sais pas comment tu réagis, toi, face à ce genre de situation, quand tu vois quelque chose d'assez compliqué dans un thème. Alors, quand je vois quelque chose de compliqué dans un thème, c'est ça que je dis. En fait, pour moi, vraiment, l'astrologie, c'est aussi un outil de thérapie, il faut le dire, parce que clairement, des fois, on déterre des choses. Ça fait pas du bien, que ce soit pour soi ou pour la personne qui est en face de nous, quand on fait l'analyse de thème de quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est vraiment la manière de le dire et d'amener le sujet qui sera super importante, le ton qu'on emploie, les mots qu'on emploie aussi, pour ne pas effrayer la personne qui est en face de nous, pour lui donner aussi des solutions et lui dire, tiens, oui, ok, il y a ça qui va pas, mais on va travailler ça de telle manière et tout. Et tu vas voir qu'avec du travail, des apprentissages, de la mise en pratique tous les jours et tout, tu vas vraiment être libéré de ça, quoi. C'est sûr, il y a des choses qui sont vraiment pas gaies, hein. J'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres podcasts, mais j'ai déjà eu des thèmes où vraiment on voyait des choses très dures, hein, de la fertilité, etc. Donc, et qui s'avéraient être très justes, très vraies dans les vies des personnes que j'ai pu rencontrer. Et je pense vraiment que oui, c'est vraiment ça, ce truc de prendre les pincettes nécessaires quand il y a ce genre de thématiques qui sortent. Et puis le recul aussi pour pouvoir mieux conseiller, mieux guider la personne qui se trouve en face de soi. Mais à tout problème, il y a une solution, sinon on ne serait pas là, quoi. Bien sûr. Et puis c'est vrai que ça, c'est tout un travail pas de psychologue non plus, mais en tout cas d'accompagnement en tant qu'astrologue, de savoir mettre les formes, etc. Parce que moi, je vois par exemple l'exemple de ma grand-mère qui allait voir une astrologue quand elle était très jeune et elle a pas du tout pris des pincettes, lui a dit des trucs super difficiles qui ne se sont pas révélés être vrais en plus. Donc ma grand-mère, quand je lui ai dit que je faisais de l'astrologie, elle a eu peur, voilà. Et donc c'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'astrologues qui sont pas du tout bienveillants avec leurs clients, malheureusement, et c'est vrai que ça crée beaucoup de traumatisme et beaucoup de stress pour rien du tout au final, parce qu'on voit que l'énergie elle se transcende ailleurs ou elle se vit ailleurs dans la vie, et donc il faut vraiment toujours prendre des pincettes avec ses clients et puis les gens avec qui on travaille en général. Ça me fait aussi penser qu'en tant que personne qui lit son propre thème, en tant qu'astrologue qui étudie son thème, on peut aussi tomber vite dans l'astrologie prédictive, surtout au début, on se dit ça y est, j'ai ça, donc il va forcément m'arriver ça. Et ça peut vite être anxiogène, j'en parlais justement il y a pas longtemps, je suis plus sur Twitter ou Instagram. Et faut vraiment prendre du recul, parce que encore une fois, il y a des énergies qui sont là dans notre thème, mais qui vont nous servir pour autre chose, qu'on ne peut pas du tout... deviner sur le moment, parce qu'on n'a pas le recul, on n'a pas l'expérience, etc. Donc si t'avais peut-être un petit conseil aux bébés astro qui se plongent là-dedans à essayer d'étudier leur thème pour pas trop stresser, tu leur dirais quoi, toi, par exemple ? Moi, je leur dirais vraiment de regarder ça avec du recul et avec, j'ai envie de dire, avec un filet. Où tu prends les informations de base et tu vas pas voir trop loin, parce que des fois, quand on va voir trop loin, trop vite, c'est là qu'il y a les mauvaises interprétations et c'est là souvent qu'on fait des raccourcis, comme tu as dit, qui sont pas nécessaires et qui font très peur. Le nombre de messages que je reçois justement sur Instagram, je dois mon thème sur AstroThème, j'ai Mars en carré avec Uranus, c'est significatif d'un grand accident dans ma vie et tout, de violence, etc. Oui, ça fait peur, quoi, quand on lit ça. En plus, c'est le robot qui a généré ça automatiquement sur AstroThème et tout. On se dit, wow, c'est fini, je vais mourir à 24 ans, quoi, c'est un peu ça, accident de voiture et tout. Non, quoi. Donc vraiment, d'abord, essayer de se calquer sur soi, avant même d'essayer de prédire. Je pense que d'abord, il faut comprendre l'énergie de base de son thème. Et donc voilà, ta Mars, imaginons, en Bélier, tu sais que tu es une personne active, dynamique, qui aime bien faire du sport et tout, etc. Tu vas avoir Uranus qui est en Verseau, tu es une personne créative, indépendante. Déjà, prendre ces énergies-là de base, te dire, ok, moi je suis comme ça, et essayer vraiment de comprendre chaque placement de ton thème. Qu'est-ce qu'il signifie, avant même après d'essayer de prédire tout de suite et de dire wow, j'ai eu un gros trauma là, je vais plus sortir de chez moi. Non, ça c'est vraiment pas la manière de le faire. Donc vraiment d'abord un filet, un peu comme une première couche, en mode c'est bon, j'enlève une première couche, après la deuxième couche et ainsi de suite, quoi. Mais si on commence trop tout de suite, on commence à se noyer, quoi. Surtout avec toutes les informations qu'il y a sur un thème. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire et qui rend l'astrologie beaucoup plus... en tout cas beaucoup moins anxiogène et puis au contraire un vrai outil. C'est admettons il m'arrive telle situation dans ma vie et je me dis ok, c'est comme si un peu j'invoquais un de mes placements dans la situation pour vraiment me donner du courage. Je me souviens une fois j'allais à la banque et genre j'avais vraiment pas une situation très il m'arrivait un gros truc, bref. Et je me suis dit, ok, parce que moi je suis Lion, ascendant Lion, Lune en Capricorne, déjà voilà. Et je me suis dit, ok, j'ai une Lune en Capricorne, je peux être face au banquier et rester face-off, rester très sérieuse. Et vraiment, ça m'a aidée dans
dans la construction du moment avec le banquier en question, quoi. Et donc, je pense que c'est toujours plus intéressant d'utiliser l'astrologie comme ça, d'invoquer un placement. Je sais pas comment tu le vis, toi, par exemple, au quotidien, par exemple. Ah ouais, moi je le vis vraiment comme toi. Genre par exemple, je me prends de la tête avec mon copain, tu vois, et en fait nos mercures, ils sont pas compatibles, tu vois, sur le thème de synastrie. Et donc du coup, je vais dire, ouais, parce que moi j'ai Mercure en Sagittaire, je réfléchis super vite, je parle super vite et tout. Lui, il a Mercure en Taureau, il est en mode baba cool, tu sais. Et donc à chaque fois qu'on a un problème de communication, c'est parce que j'ai parlé trop vite, que lui, avec son Mercure en Taureau, il a pas le temps de percuter. Je dis, ok, Mercure en Sagittaire, calme-toi, on va essayer un peu d'utiliser d'autres énergies du thème, tu vois, mais vraiment comme ça. Et pareil, toi, dès que j'ai une difficulté et tout, j'essaie de me dire, allez, j'ai ça en moi, je peux le faire, quoi, du coup, je peux tamiser les choses, etc. Ou quand des fois, même, je fais un excès, j'essaie de m'en rendre compte aussi. Je me dis, ok, là, j'étais trop impulsive, là, on va calmer un peu la lune en bélier, on va miser sur Mars en vierge, c'est mieux. Tu vois. C'est trop drôle. Non, mais c'est grave ça. Puis ça, je pense que quand on a bien compris la dynamique de son thème, ça devient un peu automatique. Et puis c'est là où on voit que l'astrologie, en fait, c'est pas censé être une excuse du style, voilà, j'ai un mauvais caractère parce que j'ai tel placement, et puis voilà. Mais au contraire, vraiment que ça nous pousse vers l'avant et que c'est là où on vit le mieux son thème, tu vois. Et c'est là où ça ressort, enfin, les choses les plus cool, les plus épanouissantes ressortent. C'est quand vraiment on a compris la dynamique d'un thème et les énergies qui étaient environnantes ou même nos énergies intérieures, quoi. Donc c'est un super motivateur, on va dire, l'astrologie dans ce sens-là, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, quoi. Alors du coup, en tant qu'astrologue, quand tu dois parler à quelqu'un de sa vie sentimentale, donc là c'est vraiment encore un peu de la technique, quels sont les éléments dans son thème que tu vas regarder en priorité? Donc quelle planète, quelle maison? En gros, si on doit se pencher sur sa vie amoureuse, qu'est-ce qu'on doit regarder dans notre thème astral en premier, on va dire? Quels sont les éléments qu'on doit regarder? Alors moi, j'aime bien commencer par les maisons. Déjà, en général, je commence toujours par les maisons plutôt que les planètes. Et maison 5 et maison 7 d'office. Maison 5 est la maison de la vie affective, des amours, plaisir, etc., émotivité. Et puis alors la maison 7 qui est celle du signe descendant, qui est celle de nos rapports aux autres, de tout ce qui est contractuel également. Donc on parle du mariage, notamment dans la maison 7, du couple vraiment lié, quoi, avec qui on est capable de se paxer, etc. Donc ça, c'est super important. Puis alors, bien sûr, on a quand même les maîtres de ces maisons-là. Donc on a Vénus d'office, qui est la planète en plus de l'amour et des relations. On a le soleil quand même, que je vais quand même regarder. Il y a des soleils qui vont être moins significatifs que d'autres en fonction du signe astrologique de la personne. Je regarde toujours Mars quand même pour les désirs, notamment pour voir s'il n'y a pas de problème avec Mars, parce que moi souvent je suis face à des personnes qui ont des conflits entre leurs besoins et leurs désirs, et souvent on va le voir avec Mars qui est en conflit avec une autre planète. On a la Lune qui représente vraiment le soi profond. Moi je le vois vraiment comme ça, comme l'âme d'une personne, comme sa sensibilité, sa douceur et tout, qu'elle ne l'exprime pas forcément hors dehors du cadre intime. Ça fait déjà pas mal d'éléments, ça à regarder, hein. Et puis quand je regarde plutôt une synastrie, je vais regarder beaucoup Mercure pour voir un peu comment est-ce qu'ils vont communiquer ensemble. Peut-être qu'il y a beaucoup de sentiments des fois, mais que l'un n'arrive pas à le dire à l'autre, ou des fois vraiment qu'il y a plein de choses qui passent pas à cause de Mercure. Et ça va vraiment être les principaux éléments que je vais regarder. Ouais, c'est vrai que la maison 5, moi, comme je te dis, c'est une planète une maison qui me parle beaucoup parce que, je suis Lion, ascendant Lion, Mercure en Lion, donc voilà. Moi, j'aime bien dire que la maison 5, c'est tout ce qu'on fait avec le cœur, par exemple, donc ça va être les relations amoureuses, mais ça va être aussi l'expression de soi, c'est la créativité, et puis du coup, c'est les enfants. Parce que c'est vrai que, je pense que je vais bientôt en parler sur LTA, on peut voir par exemple ses enfants dans son thème astral. Oui. J'ai remarqué ça plus d'une fois. Tu l'as remarqué toi déjà, par exemple, t'as déjà essayé de chercher ou tu l'as vu chez d'autres personnes un petit peu les enfants? Oui, maison 5, moi, j'ai un très gros problème avec ma maison 5, moi, sur mon thème personnel. Et c'est pour ça que je me suis intéressée autant au karmique notamment. Et donc oui, la maison 5, c'est quelque chose que je regarde beaucoup dans sa globalité. C'est vrai que pour l'amour, c'est vraiment comme tu as dit, c'est les choses qu'on fait avec le cœur, c'est là aussi qu'on va voir les passions d'une personne, ses hobbies, etc. Et c'est vrai que par rapport aux enfants, ça va être important, notamment sur un thème composite, quand on a envie de savoir si une relation va durer sur le long terme, on va un petit peu regarder la maison 5, est-ce qu'on voit qu'il y a des enfants ou pas, du coup, parce que s'il y a des enfants, ça veut dire que c'est une relation qui risque de durer en général, donc c'est ça que je suis totalement d'accord avec toi.
Donc, ouais, je peux que te rejoindre. Ouais, bah justement, parce que là, tu touches du doigt un sujet, je pense qu'on va tous regarder un petit peu dans notre synastrie et composite juste après l'interview. Du coup, si on devait regarder la synastrie ou un composite, quels sont les éléments, on va dire peut-être même les placements, qui pourraient indiquer une durabilité dans le temps? Ça pourrait être des... Ouais, qu'est-ce qui te vient en tête, par exemple? Qu'est-ce que tu vas regarder pour tout ce qui concerne justement la durabilité dans le temps d'une relation? Ou si c'est juste une relation plan cul, limite. Ouais. Alors, première chose que je regarde sur une synastrie, pour commencer, pour la durabilité, c'est Saturne. Parce que comme Saturne, c'est la planète des structures, de tout ce qui s'établit, de la durée, etc. On va essayer de voir s'il y a des bons aspects avec Saturne. S'il y a des bons aspects avec Saturne, ça veut dire, ah bah tiens, il y a quelque chose de durable. Notamment, imaginons si on a un bel aspect entre Vénus et Saturne. Imaginons Saturne du partenaire A et le Vénus du partenaire B, on va se dire, ah tiens, ça peut peut-être durer dans le temps. Genre, il y a des sentiments qui s'installent à un moment donné, donc ça peut être chouette. Jupiter, ensuite, Jupiter qui va vraiment représenter tout ce qui est légal, tout ce qui sort du strictement privé et intime. Et donc, à nouveau, imaginons un partenaire B qui a un bel aspect avec la Vénus du partenaire A, on va se dire, ah tiens, il y a un moment donné où la personne a envie peut-être de s'officialiser, donc de montrer à ses parents, peut-être même de se marier avec cette personne-là. Il y a un truc de l'ordre contractuel, justement, comme on parlait tout à l'heure avec la maison 7 également. Je vais regarder dans les maisons 7, bien sûr, tout de suite, qu'est-ce qui tombe d'un partenaire A dans la maison 7 du partenaire B, imaginons, tu vois. Parce que comme ça va nous parler aussi du long terme, pourquoi pas d'un potentiel mariage, on va essayer de voir s'il y a des choses qui tombent dedans. On dit toujours, quand on a le soleil de son partenaire qui tombe dans la maison 7, c'est généralement une relation sur le long terme, ou du moins il peut y avoir des investissements, notamment à deux. Donc là, c'est intéressant. Et pour le composite, justement, en parlant d'investissement à deux, les maisons personnelles, souvent. Donc de la maison 1 à la maison 7, on va essayer de voir s'il y a pas mal de placements dedans, notamment 2 et 8. On parle d'argent, on parle de possession matérielle, etc. S'il y a beaucoup de placements dedans, donc beaucoup d'investissement d'énergie dans les maisons de l'argent, d'investissement et tout, ça montre qu'il y a 2, ils sont capables d'investir. Donc pourquoi pas. Et puis comme j'ai dit juste avant, maison 5, du coup, pour voir un peu s'il y a des choses à partager dans les hobbies, dans les plaisirs, dans les enfants peut-être aussi. Et quelque chose que je vais souvent regarder, moi, sur le thème composite, c'est où se trouve Lilith. Pour voir un peu c'est quoi la blessure de ce couple-là, s'ils doivent se disputer, s'ils doivent se séparer même. Sur le thème composite, on va un peu regarder où est la Lilith, où elle se situe. Ah, c'est marrant parce que autant pour ce que t'as dit avant, je te suivais et c'était quelque chose que je savais, mais alors autant pour Lilith, tu m'apprends vraiment quelque chose. C'est vraiment pas un placement que j'aurais pensé aller regarder, donc c'est super intéressant. Je pense que je vais aller regarder un petit peu les composites synastries de mes ex pour voir si ça me parle, mais c'est super intéressant. Du coup, oui, tu parlais donc évidemment de la maison 7 pour tout ce qui concerne le mariage, l'autre, l'associé au sens officiel du terme. Et je trouve que ça représente aussi bien Jupiter, donc c'est la figure du mari. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui associent Jupiter à la figure du mari, donc pour une femme en tout cas, c'est la figure de l'homme officiel, peu importe si on est hétéro ou pas, ou peu importe, ou neutre, ou les gays, lesbiennes, bref, peu importe. C'est en tout cas l'homme officiel dans notre vie. Et c'est vrai qu'avoir un bon Jupiter dans une synastrie, ou en tout cas même dans un composite, c'est toujours un peu un bon indicateur de réussite et de chance du coup dans la relation et d'épanouissement. Après, si c'est un Jupiter qui est trop dans l'expansion, ça peut un peu déborder, voilà. Donc faut toujours faire attention à ça. Moi, je me souviens d'une synastrie, non, c'était pas une synastrie, c'était un composite que j'avais fait avec un de mes ex. C'était une relation un petit peu compliquée, et j'ai regardé notre composite, on avait Pluton conjoint, le nœud nord, en maison 8, en Scorpion. Donc c'était vraiment... c'était... Passionnel à mort. Voilà, c'est ça, genre on n'est pas resté longtemps ensemble, et je me suis dit, ok, oui, c'est sûr, voilà, ça fait très karamique, et c'est très parlant pour le coup, donc c'est tout à fait... c'est parlant, quoi. Donc c'est marrant à quel point le composite, par exemple, ou même la synastrie, peuvent nous parler à ce point, quoi, et être révélateurs de la dynamique d'une relation. Et je trouve que c'est un bon cheat code, c'est un bon code de triche pour nous les astrologues, de connaître la synastrie, le composite de notre relation. Et ça veut pas forcément dire qu'on va avoir que des belles relations non plus, mais je trouve que même par exemple avoir le thème astral de nos enfants, et de le comprendre, de comprendre la dynamique d'un thème astral, c'est vraiment c'est super positif, quoi. Je sais pas, toi par exemple, si tu comptes étudier le thème astral de tes enfants par exemple plus tard, mais moi je me dis, une fois qu'on a le thème astral de quelqu'un, on comprend vraiment la personne, quoi. Et donc c'est en ça que c'est super intéressant.
Ouais, alors c'est quelque chose que je ferais, c'est sûr, parce que je le fais déjà dans mon entourage actuel, que ce soit avec mes amis, ma famille et tout. J'essaie de comprendre les relations tout le temps, à déchiffrer et tout ma vie. Et donc, c'est sûr que si un jour j'ai un enfant, je le ferai aussi. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu pas mal de rendez-vous avec des dames qui venaient d'accoucher et du coup qui me demandaient de faire le thème de leur enfant pour mieux comprendre là où est-ce qu'elles pouvaient les aider. Et voilà, je suis maman, comment est-ce que je peux aider mon enfant en fonction de son thème et tout. Et c'est fou parce que même si l'enfant il venait de naître, souvent c'était avec des dames qui venaient d'accoucher à 1 ou 2 semaines, elles me disent c'est fou, mais mon enfant, en effet, ce que tu dis, là de mon enfant, je sens, alors que c'est un tout petit nourrisson, qu'en effet, il y a ça qui va ressortir et tout. Et donc, ouais, je trouve que c'est hyper épanouissant parce que tu prends le recul, tu te prends le temps de poser les bonnes questions aussi. Et rien que ça aussi, ça montre un changement dans les relations parents-enfants. Parce qu'avant, les parents, ils étaient là et ils t'apprenaient des choses et puis c'est tout, quoi. Et puis là, maintenant, le parent, il a envie de te comprendre aussi et je trouve vraiment que c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est une super démarche. Moi, c'est vrai que ça m'a fait ça me fait toujours un peu peur de faire le thème astral d'enfant, parce que même de bébé, tu vois, parce que je me dis pour peu que la personne comprenne pas forcément là où je veux en venir parce que j'explique mal ou peu importe, j'ai toujours peur d'avoir ce rôle vraiment très défini, tu vois, de la personne et que un des parents fasse des projections, tu vois, sur l'enfant. Donc je sais pas trop comment tu t'arrives à bien expliquer les choses pour pas que ça soit trop défini, on va dire, pour pas que le thème soit trop rendre trop la personne, on va dire, omnibulée par ce qui se trouve dans le thème, quoi, en gros. Ah oui, et le fait de se tromper aussi. Est-ce que tu arrives à bien gérer, par exemple, si tu penses que tu te trompes sur quelque chose, ou est-ce que... comment tu gères, entre guillemets, l'erreur, non pas que t'en fasses forcément, mais surtout avec les enfants, je trouve que c'est très, très particulier comme approche d'un thème, tu vois. Ouais. En fait, moi, quand je fais ce genre de choses-là, je l'ai fait plusieurs fois durant le premier confinement. Et en fait, je dis toujours à la personne, voilà, ici... on part d'une base. Donc vraiment, c'est des énergies de base. Et moi, je pars du principe que le thème natal, ça représente la première révolution solaire, donc la première année, normalement, de l'enfant, sur quoi est-ce qu'il se base et tout. Et donc là, ici, à chaque fois, je dis, voilà, ça c'est le début. Maintenant, l'enfant, il peut évoluer, la planète, elle bouge tout le temps, lui aussi, il va évoluer. Même les parents vont évoluer, ça va peut-être directement avoir un impact sur l'enfant, etc., notamment avec les blessures, parce que moi, je pars du principe que souvent, en plus, on le voit très fort avec l'astrologie, mais voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est blessure de l'âme et tout. Et on voit souvent qu'il y a des blessures qui se transmettent de génération en génération. Mais imaginons s'il y a les parents qui arrivent à travailler ça, parce qu'il y aura des changements aussi chez l'enfant. Moi, je pense vraiment que c'est une pédagogie aussi, c'est la manière dont tu parles des choses, dont tu l'enseignes, entre guillemets, à la personne qui est face à toi quand elle est là en rendez-vous avec toi. Comme ça, elle se calque pas, elle va pas se dire, ok, mon enfant va faire du foot là parce qu'il a Mars en Sagittaire et que c'est un sportif. Non, tu vois. On va se calmer. Donc c'est vraiment la manière de le dire, je pense, qui est super importante. Et j'ai toujours que ça évolue. Et moi, c'est pour ça que je conseille toujours à une personne qui vient me consulter, imaginons il y a 5 mois d'ici, moi je dis toujours, si tu le ressens le besoin, reviens me voir dans 1 an, 2 ans. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que je vais pouvoir apporter. Et au niveau des erreurs, en fait, moi, je m'aventure pas dessus. S'il y a quelque chose que j'ai analysé trop rapidement à mon goût et que je me rends compte durant le rendez-vous, ou alors une chose sur laquelle je dois rebondir parce qu'il y a une question de la personne qui vient et j'avais pas forcément analysé tel aspect du thème, en général je vais lui dire écoute, voilà les premières choses que ça m'inspire, mais je vais quand même revérifier. En général je refais un mail à la personne après, quoi, pour être sûre qu'il n'y a pas un malentendu ou quelque chose qui n'est pas totalement juste, et après elle va se dire ouais ça va pas, alors qu'en fait c'était pas la bonne interprétation, quoi. C'est vrai que ça reste toujours un échange de faire un thème, et puis on peut pas faire un thème sans la personne en face dans tous les cas. Enfin, moi je sais que je l'ai déjà fait, et t'es un peu tu fais un espèce de soie élastique, tu sais pas trop où tu vas, donc c'est toujours mieux d'avoir la personne en face. Et justement, j'étais en train de penser à une petite question entre parenthèses parce que tu parlais des erreurs, etc. Moi ça me fait toujours penser un petit peu aux détracteurs de l'astrologie, aux gens qui vont se servir du fait qu'on ait fait des erreurs typiquement dans l'astrologie prédictive, comme l'astrologie c'est de la merde, tout ça. Comment toi tu gères le fait parce que t'es quand même un gros compte sur Instagram, donc j'imagine que tu dois avoir quand même quelques commentaires négatifs de temps en temps, ça doit arriver. Comment tu gères ça toi en tant que justement astrologue et puis compte public un petit peu connu? Moi, franchement, je t'avoue, ma lune en bélier, les commentaires négatifs, elle est là en mode cause toujours.
Non, mais en vrai, des fois, il y a des gens qui m'énervent parce que souvent, les détracteurs de l'astrologie, comme tu le dis, c'est vraiment des gens qui n'ont même pas pris la peine d'aller voir c'est quoi un thème astral, d'aller voir c'est quoi leur signe ascendant, rien que ça, tu vois, et qui viennent dire, oh, l'astrologie, c'est n'importe quoi. En fait, les détracteurs de l'astrologie, c'est souvent des personnes qui pensent que l'astrologie, c'est une science. Alors que l'astrologie n'est pas une science, déjà, tu vois. Et donc, ils vont venir dire, oui, il y a le serpentaire qui existe. Ça me rend dingue. Et donc, en fait, c'est pour ça que souvent, je ne vais même pas rentrer dans la conversation. Je me dis, si un jour, vous avez envie de se renseigner et de voir qu'au final, l'astrologie peut apporter plein de choses à n'importe qui, ils le feront d'eux-mêmes. Mais s'ils viennent mettre un commentaire négatif en mode c'est faux, c'est qu'ils n'ont même pas pris la peine de lire correctement les choses, que j'explique. Parce qu'en dehors des posts que je fais, je prends toujours le temps, souvent après, de reparaphraser en story, en légende et tout, pour dire, voilà, par exemple, on parlait de compatibilité amoureuse juste avant. Voilà, imaginons tu es bélier, ton partenaire est capricorne, c'est pas compatible. Bah oui, mais après, regarde la synastrie, peut-être qu'il y a d'autres points qui vont montrer, en effet, finalement, les lunes et tout sont raccords, etc. Donc voilà. Et les personnes qui prennent la peine d'aller se renseigner ne vont pas commencer à essayer de détruire ou faire du mal aux astrologues, etc. Donc voilà. Et moi, je pars du principe qu'en plus, l'astrologie, ça doit se rapporter à une science, même si pour moi, ce n'est pas une science, ce serait une science humaine. Et les humains, on est tous différents. Et puis des fois, on a des réactions qui ne sont pas forcément prévues, etc. Donc on change tout le temps, on évolue tout le temps. Et l'astrologie, elle est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai lancé Astrolia. J'en parlais hier justement avec un abonné. Parce que je trouvais que l'astrologie était très déterministe et très vieux jeu. Tu en as parlé toi-même juste avant, avec Jupiter qui est censé représenter l'homme ou le mari. Et c'est hyper non inclusif en fait de dire ça parce que genre t'es face à une personne qui est bisexuelle, etc. ou comment est-ce que tu vas lui expliquer oui en fait ton mari, ta femme, non, tu vois. Donc moi c'est ça aussi, je parle toujours en tant qu'énergie féminine, énergie masculine par exemple, et j'avais vraiment un peu d'apporter la petite touche moderne que je pense que notre génération peut avoir par rapport à l'astrologie, quoi. Ouais, grave. Et puis moi, ce que j'adore, enfin, ce que je remarque quand même de temps en temps, c'est des gens qui vont, alors ça peut être des amis par exemple, qui vont, voilà, un peu dénigrer l'astrologie, style, tu sais, à table ou quand tu bois un verre, peu importe. C'est arrivé à une de mes amies récemment, ça m'a fait rire, qui est dans l'astrologie aussi. Et elle parlait donc de l'astrologie parce que c'était la seule à en faire. Et donc il y avait évidemment des mecs qui l'ont un peu, qui l'ont un peu charrié pendant toute la soirée. Et il y en a un des deux qui finalement après lui a envoyé un message sur Instagram pour en savoir plus. Tu vois ? Et moi je trouve qu'on tend vraiment vers ça, parce que c'est quand même principalement des hommes, bon j'aime pas faire des généralités, mais c'est quand même principalement des hommes qui sont toujours un peu contre l'astrologie. En général, on sait que c'est parce qu'on touche quelque chose de très sensible quand on va un peu creuser. Et là, je trouve que honnêtement, il y a une bonne dynamique vers justement cette ouverture d'accepter son masculin sacré, féminin sacré, sa sensibilité, alors ça fait pas forcément plaisir de se retrouver devant ses faiblesses, mais où ça se joue dans ton thème, etc. Et je trouve que il y a vraiment une espèce d'ouverture de conscience un peu de tout ça, et puis je trouve que les hommes ont de moins en moins peur de creuser tout ça, ce qui est génial, les femmes aussi, hein, bien sûr. Donc je pense qu'autant il y a des réactions qui sont de plus en plus violentes, autant en souterrain ça commence un petit peu à s'intéresser à tout ça, et même si c'est pas encore officiel, c'est cool qu'il y ait des porte-paroles comme toi par exemple, pour dire l'astrologie c'est pas que ça et c'est pas que un horoscope, et voilà. Moi j'aimerais quand même bien revenir à notre sujet d'aujourd'hui qui est l'amour, parce que là on divague un petit peu. Donc chaque signe, bon ça c'est vraiment l'astrologie basique, mais chaque signe fait souvent face à des stéréotypes, donc les gros stéréotypes, les gros clichés, qui sont bien souvent faux bien sûr, en tout cas c'est très réducteur, surtout en amour. Par exemple, les béliers c'est le signe des coups d'un soir ou peu importe, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous donner un stéréotype par signe que tu as remarqué et que tu trouves être absolument faux, et essayer de le remplacer par quelque chose qu'on ne connaît pas tant que ça du signe, quelque chose de bien plus subtil, ou des observations que tu as pu faire? Ouais. Alors, dire que les stéréotypes sont absolument faux, c'est compliqué. Par contre, oui, je peux vraiment nuancer. Mais souvent, c'est quand même fou que les stéréotypes, on les retrouve, même si c'est comme tu dis, c'est à nuancer et c'est pas en mode réducteur, t'es comme ça et stop, quoi. Par exemple, le bélier, justement, tu vas te dire, coup d'un soir, en effet, les béliers, c'est souvent des petits cœurs d'artichaut, faut l'avouer. Coup d'un soir, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est quand même un signe très, très passionné. Moi, je le vois même
pour la petite anecdote, comme le signe de feu le plus sensible quand on va par rapport au lion et par rapport au sagittaire. Et donc au final, c'est une personne qui est très passionnée, oui, qui peut avoir un petit cœur en mode « Ah, j'aime bien telle personne », puis après le lendemain, j'aime bien telle personne. Mais moi, je connais des béliers. D'ailleurs, j'ai une de mes meilleures amies, elle est bélier, ça fait 10 ans qu'elle est en couple, elle se marie cette année-ci, tu vois. Donc, tu viens lui parler de coups d'un soir, elle est là en mode no way. On parle évidemment que du signe solaire, on parle que de l'énergie du signe, bien sûr, on n'est pas dans la Donc subtilité. c'est pour ça ici, comme tu dis, c'est un stéréotype parce que oui, on parle que du bélier en mode ouais, bélier, c'est Mars, c'est le feu, c'est la libido, c'est l'envie de faire l'amour passionnément, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a vraiment aussi l'envie d'aimer passionnément. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, et notamment la sensibilité du bélier, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. Et moi, je connais beaucoup de béliers. C'est normal, quand j'ai fait mon thème astral, j'ai compris pourquoi j'avais autant de béliers autour de moi. Mais du coup, on parle très peu de leur sensibilité alors qu'elle est présente, quoi. Ah, c'est marrant. Alors, le taureau, ensuite, taureau, c'est mon signe complémentaire, donc je les aime beaucoup, ils le savent bien d'ailleurs. Mais vraiment, les taureaux, le cliché sur eux, c'est que c'est des peace and love, là, qui cherchent jamais la fight. Et en fait, je suis pas très d'accord avec ça parce que, en fait, les taureaux, déjà, ils sont très romantiques, oui, mais des fois, déjà, ils sont trop possessifs et souvent, justement, ça va sur des disputes, en fait, ce côté un peu possessif, jaloux, ça, c'est un moi, donc ça, c'est un moi, etc., c'est un peu trop fort. Et, quand ils veulent quelque chose, ils vont jusqu'au bout des choses, ils sont pas du tout leur mode peace, hein. Loin de là, taureau, il sait se lever, il sait se battre pour ce qu'il veut ou ce qu'il a envie de mettre en place. Et donc, ça, c'est pareil, souvent, on dit, ouais, paresseux, etc., alors que non. Donc ça, c'est vraiment une petite anecdote que je dirais pour les taureaux par rapport à l'amour, c'est que s'ils veulent quelqu'un, s'ils veulent construire quelque chose, ils vont se lever tôt et ils vont le faire, quoi. Donc, grave. ça vient chez eux. Et c'est là où on voit toute la force, surtout avec le taureau, par exemple, c'est un signe fixe et c'est un signe de terre. Donc il y a vraiment cette force tranquille, quoi. C'est un peu l'effet, c'est comme l'image du taureau, quoi, en gros, qui avance doucement, qui va pas courir forcément, mais qui va tenir sur la longueur, quoi. Donc c'est un peu la même image en amour, hein, forcément. En plus, c'est le signe associé à la maison 2 qui est l'acquisition. Donc, s'ils veulent quelque chose, forcément, ça va y aller. Et puis, ça va y aller aussi en subtilité, quoique ça dépend pour les hommes, bien sûr. Mais comme c'est un signe vénusien, c'est assez intéressant de regarder un petit peu leur approche, si elle est vénusienne, en tout cas. Donc, ouais, c'est super intéressant. Et du coup, pour le Gémeaux, un petit peu, qu'est-ce que t'as remarqué ? Ah, le Gémeaux, il faut que j'en parle du coup. En plus, on me dit tout le temps, je suis Gémeaux, on dit tout le temps que je suis infidèle. Oh, les pauvres petits Gémeaux, à chaque fois qu'ils se font allumer par les stéréotypes de l'astrologie, c'est abusé. Alors, je t'avoue, c'est ça le pire, c'est que pour mon anecdote personnelle, j'ai des ex-gémeaux et en effet, c'est des personnes infidèles. Et donc, c'était des hommes infidèles. Maintenant, je pense pas que tous les gémeaux soient infidèles. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que les hommes gémeaux que j'ai pu connaître dans ma vie étaient infidèles, mais finalement, ils se sont posés. Donc, c'est ça. Au final, à un moment donné, quand ils ont fait toutes leurs amourettes, ils se sont posés avec quelqu'un qu'ils n'ont plus trompé par la suite. Et les femmes gémeaux, je n'ai jamais connu une qui était infidèle. Au contraire, en fait, c'est des personnes très sociables, très spontanées, et justement, c'est elles qui sont souvent vues comme des femmes faciles, alors que c'est des personnes qui recherchent vraiment la connexion avec quelqu'un d'autre. Bah oui, puis c'est vrai que le Gémeaux, c'est avant tout le signe de l'intellect, on va dire, et donc forcément, ils ont besoin d'être stimulés intellectuellement. Et donc, si stimulation il n'y a pas, ils vont aller la chercher ailleurs, et je pense que c'est plus à ce niveau-là qu'il faut essayer de comprendre l'énergie du signe, quoi, forcément. Totalement. Du coup, on va passer à nos petits cancers. Moi qui ai Vénus, Mars en cancer, j'écoute avec grande attention. Cancer. Et en fait, le stéréotype qui ressort le plus souvent, c'est que les cancers, ils sont trop sentimentaux, ils sont trop mielleux, ils sont vraiment trop dans une romance un peu idéalisée, etc. Et c'est trop drôle parce que les cancers, je connais plus de cancers hommes que femmes, personnellement. Et en fait, les cancers, oui, c'est vrai qu'ils sont sentimentaux, mais ils le montrent pas, en fait. Hein. Il faut creuser, là. Et donc, tout le monde qui dit, ouais, un cancer, tu lui dis un truc qui commence à pleurer. Je suis pas trop d'accord, on va pleurer, mais dans ton dos, pas devant toi. Donc ça, c'est trop drôle. Et donc oui, c'est vrai que c'est des personnes stables. Et ça, c'est ça que j'adore chez les cancers, c'est ce côté, je suis stable. Si j'aime, j'aime vraiment. Si j'aime pas, voilà, j'aime pas. Mais sans faire de mal. Un cancer ne va jamais blesser quelqu'un et tout, parce que lui-même n'aime pas être blessé. C'est ça que j'aime bien ici chez eux. Mais dans ce stéréotype de hyper sentimentaux et tout, en fait, c'est juste des personnes qui ont envie de vivre une belle romance. Et est-ce qu'on peut les blâmer? Je pense pas, quoi. Non. Puis en plus, c'est vraiment ainsi, c'est le signe maternel par excellence, surtout pour les femmes. C'est le signe du foyer, donc je pense
pense que c'est surtout à long terme. Bah voilà, il y a cette vision à long terme sur le foyer, sur la stabilité. Alors signe opposé, c'est le Capricorne, donc on accentue la stabilité à ce niveau-là. Donc forcément, c'est un signe, oui, qui est un peu, oui, sentimental, un peu crybaby, mais bon, après, faut aussi être subtil à ce niveau-là. Du coup, nos lions, voilà, forcément, mon signe préféré. Ah, le lion. Le lion, on dit souvent qu'en amour, le stéréotype, il pense qu'à lui, il pense pas aux autres. Et je trouve que c'est tellement faux. Je connais énormément de lions. Et le lion, pour moi, c'est le signe de l'amour par excellence. Amour de soi, amour de l'autre. Donc oui, le lion, il va s'aimer, il va se mettre en avant, il va briller. Parce qu'il sait très bien que s'il veut aimer quelqu'un, il doit d'abord apprendre à s'aimer soi. Et ça, on n'en parle pas assez. J'essaie tout le temps de le mettre en avant via Astrolia, parce que j'ai trop de gens qui me disent « Ouais, lion, égocentrique, narcissique, qui pensent qu'à leur plaisir à eux, etc. » Même carrément, dans les stéréotypes, pour aller plus loin par rapport à l'amour, au niveau de la sexualité, j'ai carrément des gens qui me disent « Ouais, moi, je pourrais du coucher avec un lion, en disant ils pensent qu'à leur plaisir à eux. » Je suis là, mais... Wait, on va s'arrêter là. Et donc, non, vraiment, le lion, il donne énormément. Maintenant, il faut que ce soit un lion évolué, comme moi j'appelle ça. Je dis toujours qu'il y a une phase régressive, une phase évolutive chez chaque signe. Et clairement, si c'est un lion qui n'a pas encore 100% confiance en son potentiel et qui n'est pas encore... qui comprend pas encore en fait ses points forts, il va avoir du mal à donner de l'amour, mais dès qu'il prend enfin en main son estime, tout va bien, quoi. En fait, le truc à comprendre avec l'énergie du lion, par exemple, on fait un petit point à chaque fois pour chaque signe, c'est que le lion doit passer par une phase de confiance en lui, de générosité envers lui-même, pour ensuite la diffuser au sens le plus large possible. Personne ne peut donner autant qu'un lion, tu vois. Et surtout les lions qui sont, comme tu dis, évolués, qui partagent, qui sont généreux, c'est des super parents en général aussi. Donc, tous les signes, bien sûr, sont des super parents. Après, il faut juste être évolué, etc. Mais voilà. Du coup, on va passer aux vierges maintenant, du coup. Ouais. La Vierge, souvent la Vierge, c'est le contraire du Lion. On vient me dire que elle est trop dévouée et par contre très dévouée sur le plan sentimental, mais que par exemple au niveau de la sexualité, c'est une frigide. Donc, en fait, les gens ils s'arrêtent à Vierge, Vierge égale virginité. C'est un peu ça, tu vois. Et moi je suis là. On va se calmer, la Vierge, elle a son petit côté fifou là qu'on aime bien et tout, donc au final quand on arrive à creuser un peu derrière cette carapace qu'elle peut arborer, très méthodique, etc., très sur les petits détails, dans l'anxiété et tout, au final on peut découvrir des fois une super belle personnalité pleine de couleurs et qui a des envies, qui a des désirs, donc arrêtez de dire que la Vierge elle est froide et tout, non c'est pas du tout le cas. Puis en général, on parle souvent des... Moi, je sais que j'ai souvent entendu parler des vierges, enfin des Mars en vierge, qui sont quand même assez... ils sont là, quoi, au niveau sexuel, au niveau passion, etc. C'est un peu particulier entre gros guillemets, mais je veux dire, c'est pas du tout une énergie, comme tu dis, de virginité, souvent bien au contraire même. Et puis je pense que c'est aussi un super signe pour tout ce qui est, évidemment, communication, parce que signe mercurien. Et puis, comment dire aussi, bien savoir tenir une maison, le bien-être au sein du foyer, etc. Donc, c'est super intéressant. Du coup, Vierge, maintenant, on passe aux balances, signe de l'amour, du coup, qui nous intéresse. Balance, ouais, vraiment, le premier stéréotype qui me vient en tête et qui revient le plus souvent, c'est la dépendance affective. Maintenant, je pense que ce n'est pas faux chez la balance. Un peu comme avec le lion, c'est une personnalité qui doit évoluer dans sa vie. Et au début de sa vie, souvent, elle va être dépendante affectivement pour finalement se rendre compte que c'est pas comme ça qu'elle va trouver le fameux équilibre de la balance, la fameuse harmonie qu'elle recherche tant dans sa vie. Elle va s'accorder du temps pour elle-même et c'est à ce moment-là qu'après elle va se dire ok, maintenant que je sais me donner ça, je vais le donner à l'autre également et ça c'est vraiment une énergie fantastique je trouve chez la balance, pouvoir équilibrer comme ça ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, pourquoi être dans l'harmonie, rallier les gens et tout ensemble, en groupe, etc. Voilà, c'est vraiment les bons côtés de la balance. Mais oui, c'est du travail à faire sur soi. Mais voilà, chaque signe a son travail à faire. Aucun n'est parfait. Donc, mais bien sûr. Et puis la grande capacité des balances, c'est quand même, comme tu disais, d'harmoniser, de pouvoir équilibrer des relations, enfin en tout cas d'apporter cette paix, entre gros guillemets, tout le monde peut le faire, bien sûr, mais ce compromis, c'est le mot que je cherchais entre deux personnes et c'est ce sur quoi il faut se concentrer. Maintenant, on va parler d'un signe plus piquant, on va parler du Scorpion que tu connais bien. À fond.
Alors, les scorpions, bah ouais, premier, ça me fait trop rire. Premier stéréotype, gros cliché, les scorpions aiment le sexe tout le temps, et ils ne pensent qu'à ça. Non, c'est pas vrai, on ne pense pas qu'à ça, je vous assure, des fois on pense à manger aussi. Faut qu'on vous laisse respirer un petit peu, voilà, sinon ça a trop de pression. Donc non, en fait, c'est juste que les scorpions, ils aiment les choses intenses. Ça, on ne dira pas le contraire. Un scorpion, c'est difficile à vivre, je pense. C'est difficile à vivre pour soi-même. Moi-même qui suis scorpion, je me dis que des fois que j'ai du mal à me supporter. C'est très difficile à vivre pour les autres aussi. Parce que c'est toujours l'extrême, c'est tout ou rien. Dans n'importe quel secteur. Et donc c'est très compliqué. Des fois, oui, il peut y avoir des fantasmes assez forts, du coup, chez le signe du scorpion, ça va pas se mentir. Il y a des fantasmes qui peuvent être, du coup, liés, bien sûr, à la sexualité. Mais quand je parle de fantasmes, vraiment dans le sens large, ça peut être même des rêves et tout, qui peuvent être très, très stimulants chez le scorpion. C'est qu'on a certains, bien sûr, qui sont basés sur la sexualité. C'est le signe de Pluton, c'est quand même le signe qui représente la sexualité, du coup, par excellence. Maintenant, dire qu'ils pensent qu'à ça, non. Et au contraire, j'ai même connu des scorpions qui avaient des problèmes sexuels et justement qui avaient du mal à assumer cette part-là chez eux et qui ont dû apprendre à se libérer à un moment donné sur ce plan-là et à lâcher prise en fait. Du coup. Ouais, tout à fait. Et moi j'ai remarqué, alors autant les femmes, je trouve scorpion, peu importe le placement, ont ce côté très très loyal. Mais je pense qu'on a rarement vu des gens aussi loyaux que les scorpions qui justement peuvent limite se battre physiquement avec quelqu'un quand on les provoque ou peu importe. Enfin, en tout cas, provoquer quelqu'un qu'elles aiment. Autant, donc ça c'est vraiment pour le cliché, enfin les choses que j'ai pu remarquer pour les scorpions femmes. Pour les hommes, un truc que j'ai remarqué, et encore une fois je parle en connaissance de cause, c'est que les hommes avec des placements en scorpion, ils aiment bien toujours provoquer l'autre jusqu'à son point de non-retour. Ouais, être un peu dans vraiment c'est l'image du scorpion qui pique et un petit peu tu sais ce truc un peu sadomaso quoi, tu vois, de genre faire mal à l'autre pour voir jusqu'où il peut aller et à le provoquer quoi. Ouais. Et moi, ça, je l'analyse vraiment comme une peur chez le scorpion. Le scorpion est grand anxieux, on n'en parle pas souvent. Et en fait, comme il a tout le temps peur, justement, qu'on se retourne contre lui, etc., et qu'on essaye de le piquer, lui, il va piquer avant, en fait. Et des fois, il va piquer pour rien. Et donc là, vraiment, c'est un gros défaut du scorpion, mais ce côté impulsif, en fait. Hein. Ce côté, tiens, je vais piquer l'autre parce que j'ai peur que si je le fais pas, c'est l'autre qui va m'attaquer, quoi. C'est bon, calme-toi, il n'y a pas tout le monde qui te déteste, il y a des gens qui te veulent du bien, quoi. Bon, du coup, on va passer au Sagittaire. Alors, moi, je vais pas te mentir, j'ai que des Sagittaires dans ma famille. Que des Sagittaires. J'ai juste pas combien de placements de Sagittaires. Donc, c'est mon signe préféré. Je les aime, voilà, même s'ils ont des défauts. Quel cliché t'as vu par rapport aux Sagittaires en amour ? Ouais, Sagittaire, je les aime bien aussi. En plus, moi, je suis née sur la cuspide, Scorpion, Sagittaire. Et j'ai des Sagittaires dans ma famille aussi. Sagittaire, le cliché, c'est l'infidélité aussi, un peu comme son signe complémentaire, le Gémeaux. Et la difficulté supplémentaire pour le Sagittaire, c'est l'instabilité. Donc, on dit souvent qu'ils ont du mal à se poser en couple. En général, c'est des personnes très flirteuses. Et moi, je t'avoue que j'ai connu des Sagittaires en amour. Et c'est vrai que c'est des personnes très spontanées. Moi, ce que j'adore chez le Sagittaire, c'est son côté blagueur et tout, son côté très intelligent, une fameuse répartie et tout. Moi, c'est pour ça que j'ai été autant attirée toute ma vie par les Gémeaux et les Sagittaires en amour pendant longtemps. Et c'est vrai que pour se stabiliser, surtout chez les Sagittaires hommes, c'est compliqué en fait, parce qu'ils ont peur en fait qu'on leur retire leur liberté si ils sont casés entre guillemets. Mais maintenant, du moment qu'ils trouvent un partenaire qui est comme eux et qui n'est pas du tout possessif, et donc vraiment un partenaire avec lequel ils pourraient s'épanouir, vraiment si on prenait une énergie telle que le Verseau, le Gémeaux ou la Balance par exemple, avec ce type de partenaire-là, ils peuvent vraiment s'épanouir quoi, et rester sur le long terme. En fait, un cheat code, enfin voilà, une observation que j'ai pu faire par rapport aux Sagittaires, c'est que si par exemple on peut pas leur donner cette liberté physique, ces voyages, par exemple typiquement le confinement, avec le confinement, le truc sur lequel on peut jouer avec le Sagittaire, c'est c'est le fait qu'il veuille viser haut dans la société et donc l'encourager dans ses projets. Et je pense que ça, c'est un truc dont on parle pas assez chez les Sagittaires, c'est leur ambition et c'est leur carrière. Faut pas oublier que le signe juste après, c'est le Capricorne, donc justement, la carrière, etc. Et je pense que si on peut pas spécialement stimuler un Sagittaire au niveau des voyages, de la découverte, il faut le faire, entre guillemets, c'est une potentialité au niveau de leur ambition et de leur carrière et de les pousser dans les projets. Et ça, ils vont adorer. Enfin, moi, j'ai vu ça, tu vois. Du coup, on passe maintenant au Capricorne. Alors, mon signe lunaire, qui est souvent trop maltraité, je trouve.
Donc, Tellement. Alors moi, j'adore les Capricornes. Autant j'adore les Taureaux, comme je dis tout à l'heure, c'est mon signe préféré. Autant les Capricornes, c'est un signe que j'aime énormément aussi. Capricorne, le gros cliché, c'est qu'ils sont sans cœur, soi-disant. Genre, ils ont pas de cœur, tu sais, ils peuvent pas aimer quelqu'un. Ouais. C'est vraiment hyper trash de dire ça, je trouve. Alors que moi, vraiment, les Capricornes que je connais, oui, ils ont un cœur avec beaucoup de carapace. Hein. Vraiment, il y a une couverture de roc au-dessus de leur cœur, tu sais. Genre, ça, c'est compliqué d'accéder vraiment à la mine d'or. Mais quand on y a accès, le Capricorne, vraiment... moi, c'est un des signes... moi, j'adore la stabilité dans ma vie. Et c'est un signe, il t'offre la stabilité, quoi. Il t'offre la stabilité, il te canalise, il te dit, écoute, là, tu dois te remettre sur le droit chemin et tout. Et ça, j'adore. Et au final, s'il est capable d'aimer, au contraire, à nouveau, c'est un peu comme avec son signe complémentaire, le Cancer, qui va pleurer dans son coin. C'est un peu pareil, en fait, avec le Capricorne. Il va pas te le montrer devant toi qu'il souffre. Mais en fait, au final, il va souffrir de certaines choses. Il va juste pas le montrer en société ou devant telle ou telle personne. Mais... quand on connaît bien les Capricornes en général, on peut remarquer quand quelque chose ne va pas, quoi. Grave. Et puis, en fait, ce qui fait que les Capricornes ont souvent une image un petit peu froide, on va dire, dans tout ce qui est... à partir du moment où on est dans la sphère très légère, très limite Tinder, c'est parce qu'en fait, le Capricorne, c'est un peu, encore une fois, des clichés, malheureusement, mais c'est-à-dire qu'il va voir en toi s'il peut te faire confiance et si tu es quelqu'un de stable avant de te faire confiance. C'est à quel niveau... Est-ce que... Voilà, c'est quand même le signe qui est régi par Saturne, le temps, la maturité, etc. Donc, est-ce que toi, tu es digne de sa confiance ? Est-ce que toi, tu es digne pas de son intérêt non plus, mais à quel point toi, tu es stable dans sa vie pour qu'il puisse te soutenir là-dedans et te faire évoluer au maximum et voilà. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu souvent le gros cliché des gens... froid, tout ça, alors qu'en fait c'est juste une histoire de tester l'autre, mais d'un point de vue extérieur, de voir un petit peu comment tu te comportes, de voir comment t'es stable dans ta tête, etc. Le Verseau maintenant, avant-dernier signe. Ouais, alors le Verseau, le cliché du Verseau, c'est difficile là, en amour particulièrement. Je dirais que c'est un petit peu son côté extravagant, excentrique, tu sais, en amour. Et donc, on va dire que le Verseau cherche tout le temps une personnalité hors du commun et tout, qui se démarque à mort, etc. C'est pas totalement faux. Le Verseau, à nouveau, signe très intellectuel, etc. Beaucoup dans les idées, idéalistes même. Il va vraiment chercher la discussion, la conversation, la philosophie, etc. C'est pas pour rien qu'il s'entend aussi bien avec les signes type Sagittaire, Lion et tout. Hein, c'est pour les grands débats, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur le Verseau en amour, et notamment, je trouve un peu comme le Capricorne, qui est son signe, qui est le signe juste avant, un peu ce côté froid aussi, hein, beaucoup, hein, chez le Verseau, qu'on dit tout le temps, ah ouais, le Verseau, il y a un peu ce côté insensible et tout, et à nouveau, c'est un signe d'hiver en même temps, hein, c'est des signes, moi je dis vraiment que les signes d'hiver, ils ont ce manteau justement au-dessus d'eux, et ils ont peur justement un peu de le retirer, et de se dire, est-ce que je suis vraiment chez moi, est-ce que je suis vraiment à l'aise avec telle et telle personne, et donc le Verseau, souvent, il va mettre un peu en challenge comme ça les nouvelles relations qu'il tisse, les rencontres qu'il fait, etc. Jusqu'à ce qu'il se dise, ok, cette personne-là, en fait, elle matche bien avec moi. C'est pas dans le sens que cette personne-là est stable ou pas, c'est plutôt que cette personne-là, son tempérament, va bien avec le mien. Et voilà. Après, du moment qu'ils se sont rassurés là-dessus, ils se lâchent un peu. Moi, j'ai remarqué un truc, là, c'est un peu anecdotique, surtout chez les Mars, Vénus, maison 11... ou alors Vénus, Mars en maison 11, en Verseau, c'est des gens qui se retrouvent souvent dans les relations, soit ils tombent amoureux d'amis, dans la sphère amicale, soit dans des relations de sex friends, qui sont pas forcément toujours évidentes, mais il y a toujours ce rapport aux amis qui est très particulier avec les Verseaux et qui peuvent parfois les mettre dans des situations un petit peu complexes, donc c'est marrant à observer. Et enfin, du coup, le dernier signe, et après on aura fini pour les signes, c'est le Poisson, notre grand amoureux du zodiaque. Ouais, Poisson, comme tu l'as très bien dit, un grand amoureux du zodiaque, et donc lui, il est vraiment vu comme moi, à chaque fois, le cliché que j'ai sur les Poissons, c'est le Poisson qui rêve sa romance, mais qui ne la vit pas. C'est à moitié faux, hein. À moitié faux, moitié vrai, comme on préfère, mais moi, j'avoue que ma meilleure amie d'enfance, ça fait 15 ans qu'on se connaît, même plus, elle est Poisson, et c'est vrai qu'elle est clairement dans le cliché. C'est trop drôle, mais donc vraiment, si elle écoute le podcast, ça va être trop drôle. Mais à chaque fois, elle imagine l'amoureux parfait.
Et des fois, ça va tellement loin qu'elle sort avec quelqu'un, qu'elle le met sur un piédestal parce qu'elle l'imagine parfait, puis après elle tombe de haut, vraiment dans la désillusion totale du poisson, comme j'appelle ça, où vraiment elle tombe de haut et tout. Et c'est vrai que les poissons que j'ai pu connaître sont souvent comme ça, assez un cliché qui s'avère assez vrai souvent. C'est des grands romantiques, ils ont un cœur en or, ils sont très très généreux, ils donnent énormément. Et des fois, je trouve même qu'ils donnent trop. Non, c'est, genre, ils donnent pas juste la main, quoi, ils donnent le bras entier. C'est un gros problème qu'ils peuvent avoir parce que après, ben, ils deviennent hyper méfiants, hyper parano même. On parle souvent de la paranoïa du scorpion. Mais en vrai, elle peut ressortir chez le poisson aussi. Hein. Et parce que ils ont tellement été blessés qu'à un moment donné, ils ont peur de se livrer. Quoi. Bah, bien sûr, et puis voilà, c'est forcément un signe neptunien, maison 12, donc il y a cette notion aussi à l'amour inconditionnel. Et je trouve que ça rejoint un petit peu, tu sais, le cliché Disney, tu sais, tu sais, un peu de Cendrillon comme ça qui rêve pendant toute sa vie du prince charmant, et il y a un homme qui se pointe, qui lui met une chaussure au pied, ça y est, c'est le prince charmant, c'est l'homme de sa vie, tu vois. Donc bon, c'est vrai que les poissons à ce niveau-là, ils peuvent être très vite dans la désillusion, du coup, parce qu'encore une fois, ça parle de Neptune, donc planète des illusions, et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être se protéger. Bon, du coup, on a fini avec les clichés. Avant-dernière question. Est-ce que tu peux du coup nous parler de ce qui nous attend, sans forcément faire de l'astrologie prédictive, hein, mais de ce qui nous attend un petit peu au niveau des transits? Est-ce que tu as remarqué des choses qui pourraient potentiellement arriver dans le futur d'un point de vue collectif, par exemple les transits de Vénus? Qu'est-ce que tu as un petit peu observé, toi? La chose qui m'a le plus marqué, bien sûr, c'est Vénus qui passe en Verseau en mois de février. Du coup, le 2 février, si je ne me trompe pas, on a Vénus qui passe en Verseau et on a déjà Saturne et on a déjà Jupiter en Verseau. On va avoir 3 planètes en Verseau, plus le Soleil à ce moment-là qui sera également en Verseau pour la période de la Saint-Valentin. Donc voilà, maintenant c'est notre période. Donc c'est trop drôle, vraiment. Autant de placements en Verseau, surtout conjonction Vénus-Jupiter, c'est une belle conjonction, il faut le dire. Jupiter, de base, c'est l'astre, j'ai envie de dire, le plus positif d'un thème. Maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, toujours faire attention aux excès avec Jupiter, mais il y a Saturne qui est là aussi et qui peut justement venir calmer un peu cet excès. Ça, franchement, je pense que ça peut être une belle période. J'ai hâte d'être en février, de voir un peu ce qui va se passer, un peu dans cette saison des amours, soi-disant. Mais je pense vraiment que ça peut être très stimulant. Et à l'opposé, quand on aura Vénus en Lion, en été, opposé du coup à cette fameuse conjonction Jupiter-Saturne en Verseau. Je pense que ça peut être une période qui peut être soit très problématique, soit très épanouissante pour certains couples. Tout dépendra à nouveau de leur placement à eux sur leur thème, qu'est-ce que ça vient toucher chez eux particulièrement, l'axe Verseau-Lion, etc. Mais c'est vraiment des choses qui sont assez chouettes. Et sinon, cette année-ci, si je ne me trompe pas, à nouveau, si je me rappelle bien des éphémérides, je pense que Vénus passe dans tous les signes. Et donc, à un moment donné, il y aura tous les signes qui vont se sentir très séducteurs, on fire, bien dans leur peau. Parce que Vénus, elle vient ajouter un côté séducteur chez la personne. Elle vient ajouter un côté, je me sens bien, je me sens charmeur, charmeuse, j'ai envie d'être bien dans mes relations avec les autres, que ce soit l'amour ou l'amitié ou autre. Donc voilà, moi franchement Vénus c'est une planète que j'aime bien, je t'avoue. Donc là, à savoir qu'on est en retour de Vénus, où il y a Vénus qui passe sur le Soleil ou même sur Mercure et qui facilite du coup justement le côté flirt, le côté conviction envers les autres, tout ça peut vraiment être chouette quoi. Ouais, grave. Et puis je sais pas si toi tu l'as remarqué, moi c'est vrai qu'on en a quand même souvent parlé dans la sphère astro, c'est que cette année en particulier, enfin en tout cas 2020, ça a été une période très particulière pour tout ce qui concerne les couples, etc., les amours, enfin notamment avec le confinement, parce que soit ça a fait ressortir des espèces de schémas karmiques, des relations karmiques qui devaient être purifiées à ce moment-là, notamment Pluton, Saturne conjoint avec Jupiter, soit au contraire ça a rassemblé les gens, ça a fortifié les couples, soit ça les a fait éclater. Voilà. Moi, je l'ai totalement vécu dans mon cadre de vie personnel. Et c'est vrai que 2020 a vraiment eu cet effet très clivant à ce niveau-là. C'était soit noir, soit blanc. C'est ça. Moi, ici, pour 2021, comme il y a ces fameuses énergies uraniennes, donc du coup, ici, avec le Verseau et tout, moi, ce que je vois, c'est plus de fraternité, plus de solidarité, plus d'amitié, plutôt que l'amour. Et donc, c'est plutôt sur ce plan-là que je pense, au niveau des énergies collectives, ça va bouger énormément, plutôt que vraiment l'amour directement, quoi. Ouais, je pense qu'on va un petit peu plus souffler. Enfin, je sais pas à quel niveau ça va se faire, mais peut-être au niveau relationnel, du coup, on va peut-être
voilà, respirer un petit peu plus et puis se concentrer sur les amitiés, sur les relations, enfin sur le collectif au sens large du terme. Bon, et ben écoute, je pense que je vais te poser une toute dernière question et je pense que là c'est vraiment une question qu'on a hâte de t'entendre là-dessus. J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de ton livre en détail, voilà, parce que c'était quand même la dernière question que je voulais te poser. Ton livre, parle-nous-en, dis-nous tout ce qu'on doit savoir dessus, où est-ce qu'on peut le trouver, à quoi s'attendre, à qui il est destiné, etc. Alors, du coup, Astrolove, il est disponible partout. Donc, depuis le 6 janvier, il est disponible partout. Donc, en grande surface, type Fnac, Cultura, etc. Mais il est aussi disponible dans les petites librairies indépendantes. Vous pouvez les soutenir, surtout avec l'année 2020, que c'est compliqué pour eux. Ce serait chouette. Donc, voilà, vous pouvez le commander aussi en ligne. Donc voilà, vraiment, il est partout. Il est également disponible au format e-book, si vous préférez un e-book plutôt qu'une version papier. Il parle de quoi ? Il parle beaucoup d'amour, bien sûr. Donc l'astrologie, l'amour, qui suis-je ? Comment est-ce que j'aime ? Comment est-ce que j'aime l'autre ? Comment est-ce que l'autre peut m'aimer en retour pour que je m'épanouisse dans ma vie amoureuse ? C'est vraiment ça le sujet principal. Il est destiné aux célibataires, aux personnes en couple, aux personnes qui sont dans une situation compliquée, qui se posent des questions, qui viennent de subir une rupture et qui justement ont envie un peu de se relever, d'aller de l'avant, de fermer un chapitre et tout. Il y a des rituels qui sont proposés pour toutes ces thématiques-là. Comment accueillir l'amour, comment refaire confiance à nouveau, analyser ses anciennes relations, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, la relation actuelle ou la relation souhaitée, comment est-ce qu'elle pourrait s'amorcer, comment est-ce qu'elle pourrait bien se dérouler. Donc voilà, il y a un peu de tout, il y a de la théorie, il y a des exercices, il y a des petits rituels, il y a de l'humour, parce que voilà, moi c'était vraiment un truc qui me tenait fort à cœur, c'était garder cette touche d'humour que je mets dans chacun de mes posts sur Instagram et tout, pour que ce soit, oui, de l'astro, que oui, ça nous aide, mais qu'on ne soit pas là en train de se dire j'ai une brique de 300 pages à lire, comment est-ce que je fais ? Non, quoi, donc voilà. Bon, et puis comme tu as dit, voilà, c'est aussi un livre qui est destiné aux tout débutants, ceux qui ne connaissent pas grand-chose à l'astrologie, et puis autant à ceux qui sont un petit peu plus là-dedans, aux initiés, et puis qui ont envie un petit peu de plus de légèreté. Je pense que c'est aussi ça dans l'astrologie, donc c'est cool d'avoir un bon livre comme ça à se mettre sous la dent en amour. Bon, écoute, moi je te dis déjà un grand merci. Dis-nous où on peut te retrouver sur les réseaux avant que je te laisse. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, sur Astrolia, sur Facebook aussi. Il y a le Club des Étoiles aussi sur Facebook d'ailleurs. Et où est-ce qu'on peut me retrouver de plus ? Sur la newsletter. En newsletter plutôt. Donc du coup, la newsletter, elle part en général 2 fois par mois. Et je vous parle en général des transits de planètes, des lunes. Donc voilà. C'est une super newsletter, moi je suis abonnée, je suis très ravie à chaque fois, je le lis avec grand intérêt. Bon écoute, grand merci à toi Shana pour cette super interview. On finit l'interview à 16h16, ça me va. Donc écoute, grand merci à toi, je suis vraiment super ravie de t'avoir invité sur le podcast. Moi je te fais plein de gros bisous et puis moi je te souhaite une très bonne année 2021. Belle année à toi aussi, merci encore pour l'invitation, je suis trop contente.